Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. La révolution sociale comme révolte du peuple Hutu contre l'ordre Tutsi. Dater avec précision l'apparition d'une pensée hutuiste n'est pas chose aisée. Si à l'indépendance du Rwanda, un nationalisme hutu existait sans conteste, sa maturation et son évolution doctrinale sont sujettes à interrogation. Il semble que ce soit progressivement, au fur et à mesure des soubresauts de l'histoire post-coloniale du Rwanda, que s'est affirmée une pensée véritablement ethniste. Il n'en demeure pas moins qu'une interrogation sur les fondements d'une telle idéologie est indispensable. Précisément, qu'est-ce qui a rendu possible cette identification du Tutsi comme un ennemi à combattre? À n'en pas douter, le hutuisme se donne à voir au premier chef comme une idéologie de révolte. Il apparaît comme fondé sur un ethos de libération, i.e., comme l'idéalisation d'une révolte contre l'ordre antérieur. Révolte incarnée par la révolution sociale de 1959 à 1962, et dirigée contre ce qui est conçu comme le modèle sociopolitique Tutsi. Deux groupes, Hutu et Tutsi, sont opposés et catégorisés de manière rigide sur tous les plans. Mais quelle logique est à l'œuvre dans cette opposition naturelle entre ces deux groupes? La question nous semble en l'espèce d'une importance capitale, au vu de son rôle fondateur pour la pensée extrémiste hutuée. Il nous faudra dans ce premier chapitre nous pencher à la fois sur la catégorisation en termes d'opposition Hutu-Tutsi, et sur la logique de révolte à l'œuvre dans la révolution sociale. La combinaison de ces deux éléments semble pertinente pour appréhender l'essence du hutuisme. 1. La représentation du Tutsi. La pensée hutuiste se construit en premier lieu par rapport à une altérité radicale, celle des Tutsis. Toutes les composantes politiques, biologiques, psychiques de ces derniers sont vues comme nocives et de manière figée. Les Tutsis sont perçus de façon homogène, comme une entité naturelle malfaisante. Ils apparaissent comme un bloc monolithique doté de caractères intangibles, et bien sûr différents de ceux des Hutus. Par un processus de naturalisation, le Tutsi devient donc cet autre, ce repoussoir naturel et absolu qu'il convient d'identifier et de stigmatiser. Plus précisément, il est essentiel de relever que le raisonnement est progressif et déductif. Partant de supposés caractères politiques, la pensée hutuiste en arrive aux autres facettes de la nature Tutsi, i.e. ses traits physiques et sa psychologie. Un arrêt sur l'étude de ce processus est utile à une compréhension globale de la pensée extrémiste hutuée. Les caractères politiques du Tutsi, féodalité et monarchisme. Il est fondamental de comprendre que les Tutsis apparaissent aux yeux des extrémistes Hutus comme irrémédiablement monarchistes et féodaux, étant entendu que ces deux notions sont posées comme le mal absolu, l'antivaleur par rapport à l'ethos Hutu. Pour les tenants du hutuisme, la Tutsité ne peut s'envisager sans monarchisme, ni sans volonté de dominer les Hutus. Les Tutsis sont présentés comme des seigneurs en puissance, avides de dominer les serfs Hutus, comme ils y ont été habitués par le passé. L'image de la royauté Tutsi est ici prégnante. Ayant dominé le Rwanda pendant des lustres par l'intermédiaire du Mwami et de ses réseaux, les Tutsis sont décrits comme incapables de concevoir un autre système de gouvernement que le pouvoir d'un seul ou au mieux, que celui d'une clique courtisane et nobiliaire. L'arrogance prêtée aux Tutsis peut s'analyser comme un corollaire à leur conception politique dominatrice et socialement hiérarchisante. Le souvenir du système féodal joue le rôle d'un repoussoir dans l'esprit des extrémistes Hutus, et les Tutsis sont présentés comme des turiféraires acharnés de ce féodalisme d'un autre temps, en dépit de leurs défaites politiques et historiques. Lorsqu'ils étaient en compétition sur le terrain des idées politiques, il s'est avéré clairement que son Excellence le général-major, Juvénal Habyarimana les avait battus. Cette clique était donc ancrée dans des idées d'une autre époque, oubliez que l'époque des coups d'État était révolue. Pouvoir dynastique et népotisme sont associés, et dans le même temps opposés à la démocratie à laquelle les Hutus aspirent. Je vous fais savoir que le Tutsi, une fois installé au pouvoir, ne le laissait pas entre les mains d'un Hutu, mais le laissait à son enfant des centaines d'années. Les féodaux Tutsis, dans cette logique, ne semblent pas avoir saisi le sens du référendum du dernier mot, Kamarampaka, sur l'abolition de la monarchie 1961.
Ils s'accrocheraient à un ordre passé et dépassé. Tout se passe comme si les tenants du hutuisme assignaient ad vitam aeternam une volonté de domination politique, le monarchisme et social, le féodalisme, aux Tutsis. Par voie de conséquence, les idées politiques prêtées à ces derniers font l'objet d'une entreprise de délégitimation, le pouvoir monarchique étant discrédité en tant qu'indu dans un contexte post-colonial. À partir de ces préférences politiques assignées aux Tutsis dans leur ensemble, et en dépit de toute vraisemblance, va être élaborée une construction complète, psychologique et biologique, fournissant aux extrémistes Hutus une vision univoque du Tutsi, être détestable s'il en est parce que doté d'un complexe de supériorité patent. Ainsi, un lien rigide va être établi entre des caractères politiques d'une part, et des traits biologiques et psychologiques d'autre part, avec prédestination des seconds du fait des premiers. Le politiquement incorrect va en quelque sorte se convertir en un physiquement incorrect, avec des conséquences terribles au moment du génocide, les victimes, supposées Tutsis, étant souvent sélectionnées sur la base de traits physiques, taille élancée, finesse du nez et du visage. Le Tutsi est ainsi réduit absolument et a priori à un groupe naturel, figé duquel il ne peut sortir, le lien entre son appartenance ethnique et son comportement apparaissant d'incassable. Il est toutefois remarquable que, dans le cas du Rwanda, la logique du racisme traditionnel se trouve inversée. En effet, tout part ici du politique. Ce sont des caractères politiques qui conditionnent et commandent des caractères physico-psychiques et non l'inverse. Ce ne sont donc pas des traits physiques ou psychiques, perversité des Juifs au nez crochu dans la pensée hitlérienne qui implique une orientation politique. Ce qui est honni en premier lieu et par-dessus tout, c'est le Tutsi politique. Il existe en fait une présomption irréfragable de correspondance entre le critère ethnique et le critère politique, avec antériorité du second. Néanmoins, l'essence du racisme demeure. Il existe bien chez les extrémistes Hutus une naturalisation des individus, lesquels sont classés de l'extérieur dans des groupes soi-disant naturels, desquels nul ne peut sortir. Tout racisme implique une référence à la nature. Les caractères psychologiques du Tutsi, un guerrier envahisseur. De façon permanente dans la propagande extrémiste hutuée, les Tutsis sont dépeints comme des étrangers. Selon cette vision, les Tutsis ne seraient pas des Rwandais de souche, mais des envahisseurs qui jadis colonisèrent le pays. Cette conception a pour soubassement une théorie traditionnelle, celle de l'ascendance hamitique de l'ethnie Tutsi. Selon cette théorie, les Tutsis seraient originaires d'Éthiopie ou des régions nilotiques de Haute-Égypte et du Soudan, et auraient progressivement effectué une descente vers le sud, le long du rift africain, pour aboutir à la région interlakeustre. Arrivés sur place, et au Rwanda en particulier, ils auraient asservi les peuples autochtones, parmi lesquels les Hutus et les Twa, en s'établissant comme pasteurs propriétaires. Cette vision, est-il besoin de l'exposer, est évidemment entièrement fausse et ne résiste pas à l'analyse. La quasi-totalité des chercheurs africanistes s'entend aujourd'hui pour écarter une telle thèse. En réalité, le rôle du colonisateur doit ici être mis en lumière. En effet, en arrivant au Rwanda à la fin du XIXe siècle, les colons ont découvert un système politico-administratif complexe et pour ainsi dire élaboré. Baignant dans l'ambiance raciologique propre à cette époque, les Européens ne purent concevoir que des nègres ordinaires et pu institutionnaliser un tel système. En d'autres termes, puisque toute civilisation ne pouvait provenir que de races supérieures, l'ethnie dominant le Rwanda ne pouvait être autochtone, il fallait qu'elle fût originaire d'ailleurs. Certains observateurs prêtèrent ainsi aux Tutsis une ascendance caucasienne, sémite ou même tibétaine, ceci afin de rapprocher cette élite africaine des lignées européennes, c'est-à-dire blanches. Comme l'écrit Dominique Franche, partout où se trouvaient des éléments de civilisation, on faisait intervenir l'idée d'une lointaine ascendance blanche. À sa source, cette logique était donc éminemment européenne, et plutôt que de chercher à comprendre, on s'est contenté de plaquer un schéma d'interprétation raciste sur le problème auquel se heurtèrent les Européens. De cette façon apparut le mythe des nègres blancs, Benjamin CN. C'est précisément cette vision héritée de la période proto-coloniale qui a servi, jusqu'en 1994 et même après, d'assise au racisme anti-hamitique, développé dans la pensée hutuiste. L'histoire, totalement figée,
est instrumentalisé pour tenter de démontrer que les Tutsis sont des étrangers et que, par voie de conséquence, les Hutus se sont installés au Rwanda avant eux. Ce mythe des deux nations est d'une importance capitale pour quiconque se livre à l'analyse de la pensée hutuiste. L'on en discerne déjà les germes dans le Manifeste des Bahutus de 1957, texte fondateur du nationalisme hutu. Une analogie intéressante peut être dressée entre ce mythe et la théorie de la dualité franco-gauloise, développée par le comte de Boulainvilliers, selon laquelle la noblesse française aurait une origine franque, alors que le tiers-état serait d'ascendance gauloise. Dominique Franche montre bien comment, par l'intermédiaire des Pères blancs présents au Rwanda au début de la colonisation, les Hutus ont été assimilés au peuple gaulois et les Tutsis à la noblesse franque. La propagande extrémiste n'a jamais cessé de rappeler ce prétendu caractère étranger des Tutsis. En deuxième lieu, et du fait justement de leur supposée origine étrangère, les Tutsis sont vus comme des conquérants belliqueux, avides de conquête. Dans la période précédant directement le génocide, l'existence du FPR fournira un appui commode à cette assertion. Mais ce sont fondamentalement tous les Tutsis qui sont perçus comme des bagarreurs, Inkotani. Dotés d'un esprit par nature belliqueux, voire méchant, ils apparaissent aux yeux des idéologues hutuistes comme une race d'airain cruelle et sûre des apostrophes elles-mêmes. C'est une famille, la famille hamite, connue pour sa propension à faire la guerre au point que les pays dans lesquels ses membres se trouvent connaissent des conflits éternels. Connaissez bien ceux-là qui vous regardent en riant, avec un petit rire plein de malice, ce qu'ils sont. Ils sont d'une férocité inégalable, ce sont des hyènes parmi les hyènes, car ils dépassent la méchanceté du rhinocéros. Conformément à leur nature, ils nous ont fait du mal. Les Chamitiques avides de sang et de conquêtes barbares dont les leaders disputent la médaille d'or en cruauté avec l'empereur Néro de Rome. Paul Kagame, général du FPR, sera ainsi mis sur le même plan que Hitler par la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM. Ceci explique pourquoi dans la propagande, les Tutsis dans leur ensemble, assimilés au FPR, sont qualifiés en permanence d'Inyenzi Inkotani, littéralement cafards bagarreurs. Référence est faite à leur nature, à leurs caractéristiques intrinsèques, évidemment opposées à celles des Hutus. L'on voit bien ici que le bellicisme, plus ou moins valorisé sous le Troisième Reich, est en apparence rejeté par la pensée extrémiste hutuée. La vertu ne se trouve pas dans l'ardeur au combat. Au contraire, l'esprit bagarreur est rejeté en tant que qualité inhérente à l'adversaire. Une différence fondamentale avec l'idéologie hitlérienne se dessine également sur un autre plan. En effet, alors que les Juifs apparaissent aux yeux de Hitler comme des parasites apatrides éternels, sans nation de rattachement, les Tutsis sont vus comme venant de quelque part, possédant une patrie, l'Éthiopie, et par conséquent comme devant y retourner. Cette idée, formulée par Léon Mudjezora dans son célèbre discours de Kabaya, 22 novembre 1992, sera suivie en 1994 par des milliers de génocidaires qui jetteront les corps de leurs victimes Tutsis dans un affluent du Nil traversant l'Éthiopie. Les caractères biologiques du Tutsi. L'apogée de la logique de naturalisation des Tutsis est atteint avec la stigmatisation de caractéristiques physiques attribuées à ceux-ci. Comme dans toute pensée raciste, le groupe cible est affublé de surnoms et de pseudonymes renvoyant à des caractéristiques animales, mais pas seulement. La déshumanisation associée à une animalisation classique n'est pas dans le cas rwandais porté à son comble. Les extrémistes Hutus se situent moins sur le registre de l'animalisation pure et simple que sur celui de la diabolisation des Tutsis. On insiste avant tout sur leur nocivité et sur le caractère diabolique de leurs traits mentaux et physiques, découlant de leur féodalisme. Il faut néanmoins relever que les Tutsis sont presque systématiquement qualifiés des Inyenzi dans la propagande, c'est-à-dire de cafards. Leur nature est vue comme figée et invariable, un cancrelat ne donnant pas naissance à un papillon. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour conclure à une animalisation absolue. Il faut parallèlement remarquer qu'un caractère, bien humain quant à lui, est la plupart du temps apposé sous forme d'un adjectif à côté de ces noms d'animaux. Ainsi, les Tutsis sont qualifiés d'Inyenzi Inkotani, cafards bagarreurs. Parallèlement à cela, une certaine jalousie envers les Tutsis se fait jour dans la propagande hutuiste. Presque systématiquement,
Les jolis nez des Tutsis ou la beauté diabolique de leurs femmes sont stigmatisés, d'où des conséquences dramatiques au moment du génocide. Regardez donc une personne et voyez sa taille et son apparence physique. Regardez seulement son joli petit nez et ensuite cassez-le. Notre objectif n'est bien sûr pas de nier qu'une certaine animalisation des Tutsis ait eu cours. La distanciation par rapport à eux s'est sans conteste opérée en partie de cette façon. Il est simplement de soulever le fait que, plutôt qu'à un processus d'animalisation, c'est à une logique de diabolisation qu'ont obéi les extrémistes. L'accent a été mis sur la capacité de nuisance, plus humaine qu'animale, des Tutsis. Un cafard est certainement nuisible, un cafard bagarreur l'est encore plus. Nous verrons infra que cette vision fantasmée des Tutsis est à mettre en relation avec la façon dont les extrémistes Hutus se positionnent individuellement face aux Tutsis, dans une logique à de nombreux égards proche d'un complexe d'infériorité proprement humain pour sa part. Il existe dans la pensée hutuiste une construction globale et cohérente de la nature Tutsi, envisagée dans ses facettes politiques, psychiques et biologiques. L'on aboutit à la vision fantasmée d'une race des seigneurs Tutsi, minorité exploiteuse face à laquelle est affirmé et revendiqué un ethos Hutu, dont il est difficile de discerner s'il se construit en creux ou indépendamment de la nature Tutsi. 2. L'ethos Hutu, égalité et normalité. Ce qui peut être qualifié d'ethos Hutu regroupe en fait plusieurs éléments qu'il faut distinguer. D'un côté, l'élitisme propre à certaines théories politiques, comme le nazisme, est écarté au profit d'un égalitarisme proclamé. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il peut d'ores et déjà être signalé que c'est la masse qui fait naître la vertu dans la pensée hutuiste. D'un autre côté, un évident complexe d'infériorité se fait jour face à ce qui est perçu comme la nature Tutsi, nature supérioriste et élitiste. Le peuple Hutu est vu comme moins excellent au plan individuel, puisqu'il tire sa force de la loi du nombre. Une égalité proclamée, la vertu réside dans la masse. Il a été exposé que les Tutsis étaient vus comme originairement extérieurs au Rwanda. À l'inverse, les Hutus sont pensés avec les Twa comme les véritables natifs du pays, et leurs caractéristiques sont affirmées en miroir de celles des Tutsis. Il est fondamental de saisir le fait que l'idéologie hutuiste est tout sauf un élitisme. Si le national-socialisme, à titre d'exemple, reposait sur un incontestable darwinisme social et international pour justifier le droit du peuple maître arien à dominer les autres races, c'est bien du fait de la supériorité intrinsèque supposée des Aryens, leur plus forte adaptabilité sociale et leur propension à la performance fondant leur droit au pouvoir. Ici, le registre est foncièrement différent. Les Hutus ne sont pas vus comme une élite d'individus supérieurs au plan individuel. La vertu ne vient pas de la performance et de l'adaptabilité aux lois de la nature, c'est-à-dire de la sélection naturelle. Il n'est jamais fait mention dans la propagande hutuiste d'une beauté hutuée supérieure ou de qualités intellectuelles particulières. Il est vrai que dans ce genre de gymnastique, l'habileté politique, les Hutus se reconnaissent lourdeaux. Généralement dociles et attentistes, ils se décident parfois après le départ du train. Victimes de leur patience innée, ils n'échappent pas aux lois de la nature humaine qui fait que chacun a ses défauts et qualités. C'est en fait une fondamentale normalité de l'homme Hutu qui est postulée. L'existence de défauts dans la nature hutuée est admise, ce qui, on le conçoit aisément, n'est absolument pas le cas en ce qui concerne le nazisme. Tout repose en réalité sur la masse. La valeur du groupe est affirmée au plan politique. Les Hutus sont les plus vertueux parce qu'assemblés en démocratie et non enclins au féodalisme. Si performance il y a, elle est toute politique. Dans le système des valeurs, ethos, de l'extrémisme Hutu, la dignité ne réside pas dans la supériorité intrinsèque des personnes, mais bien dans l'égalitarisme. Est ici identifiable une différence fondamentale avec la tradition de pensée contre-révolutionnaire qui, elle, s'attache à placer l'individu dans un système hiérarchisé de relations sociales, les individus n'étant pas d'égale valeur et ne disposant pas de droits égaux à leur naissance. Au contraire, les Hutus sont vus comme nécessairement égaux, et il est permis de penser que cette égalité est en partie affirmée dans une logique de rupture par rapport à un supposé ethos Tutsi, qui ferait la part belle à la hiérarchie dans les relations sociales et politiques. Toutefois,
le peuple Hutu, même assemblé en communauté, pour reprendre une expression prisée par le national-socialisme, n'est pas envisagé comme supérieur aux autres peuples. Le Rwanda post-colonial, gouverné par les Hutus, est clairement vu comme une démocratie normale avec notamment les mêmes dérives regrettables qu'ailleurs. Le Rwanda, c'est notamment ce qui différencie la pensée hutuiste d'autres idéologies extrêmes, n'est pas vu comme un îlot de vertu, à l'abri de la corruption. Il est composé de gens normaux, de chômeurs et même de drogués, catégories qui font bel et bien partie du peuple Hutu. Ces tares ne sont pas stigmatisées comme extérieures à la communauté nationale, comme elles ont pu l'être en Allemagne nazie, ou bien encore au Cambodge sous domination Khmer Rouge. De plus, au niveau international, aucun problème particulier n'est posé par l'afflux d'aide étrangère. L'autarcie n'est absolument pas évoquée et le Rwanda ne se situe pas dans une logique de puissance. Enfin, et c'est très visible dans les dessins de propagande parus dans la presse extrémiste avant le génocide, la ruralité est mise en avant. Sans aller jusqu'à un rejet de la ville, très prégnant au Cambodge sous domination Khmer Rouge, il existe un certain culte de la terre et des masses paysannes, non au sens barésien certes, mais est présente cette idée que ces masses si longtemps exploitées par l'élite Tutsi détiennent la vérité et surtout la vertu. Or, ceci est à mettre en relation avec un réel complexe vis-à-vis des Tutsis. Le complexe d'infériorité Hutu face aux Tutsis. Ne se plaçant pas dans une logique de peuple élu, les idéologues hutuistes ne peuvent nourrir un quelconque complexe de supériorité face aux Tutsis, bien au contraire. Individuellement, les Tutsis sont vus comme plus beaux, plus habiles, plus intelligents même. Il existe d'abord, on l'a vu, une indéniable obsession par rapport au physique Tutsi. Les références aux traits fins, au long nez ou à la beauté des femmes Tutsis sont légion. Mais ce qui sous-tend ces considérations, c'est une comparaison avec les Hutus. En effet, la beauté est quelque chose de subjectif. Elle ne s'apprécie que mise en perspective par rapport à une altérité. Le contraste est à cet égard flagrant avec le culte du corps qui a pu avoir cours en Allemagne nazie, e.g. les Jeux olympiques de Berlin en 1936. En deuxième lieu, les qualités d'êtres humains, la gentillesse voire la naïveté des Hutus sont opposées à l'habileté et à la ruse sans faille des Tutsis. Ainsi, ces derniers sont vus comme éloquents, intelligents et solidaires. Avez-vous jamais vu dans ce pays le cas de Tutsis en train de se déchirer ? À l'inverse, les Hutus sont sujets à une faiblesse toute humaine. Manquant de discernement face aux manœuvres Tutsis, ils ne résistent pas à la rumeur, ne sont pas aussi déterminés que les Tutsis le sont et se sont montrés maladroits dans leur conquête de l'administration après l'indépendance. L'affirmation présente en filigrane peut donc se résumer ainsi. Les Tutsis sont des machines diaboliquement efficaces qui ont réussi grâce à leur qualité à dominer le peuple Hutu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.